Bonsoir, ravi d'être avec vous pour un nouveau numéro de C'est grave docteur. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la santé mentale et à la dépression en particulier. Alors pour en parler avec moi, donc pour cette émission qui est en collaboration avec la clinique Saint-Luc-Bouge, j'ai Laetitia Pirnet. Bonsoir, Laetitia, psychologue clinicienne. Oui, c'est ça. Et le docteur Jean-Benoît Linsmo. Oui. Alors vous êtes psychiatre, somnologue et vous êtes également expert fédéral au Conseil supérieur de la santé. Voilà. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avec plaisir. Alors je rappelle que si vous nous suivez ici en direct, le but aussi de cette émission, c'est de poser vos questions éventuelles plutôt à nos deux spécialistes en plateau, plutôt que de les poser sur un moteur de recherche. Je pense que la réponse sera plus pertinente. Alors justement, je l'ai dit, je vous ai présenté, psychologue, psychiatre. Alors peut-être déjà faire une différenciation entre la formation de psychologue et de psychiatre et puis des troubles psychiatriques et des troubles peut-être psychologiques. Donc, oui. Honneur aux dames pour la psychologie. Oui, on peut. C'est plus facile d'expliquer le rôle du psychiatre avant, je pense. Donc, le psychiatre, en fait, la grosse différence avec un psychologue, c'est que ils ont une formation médicale, en fait, spécialisée. Et donc, dans la prise en charge, ça va être le côté diagnostic de la pathologie psychiatrique, et aussi la mise en place d'un traitement médicamenteux et le suivi qui se fait par la suite. Au niveau des psychologues, donc nous on a un master en psychologie, parfois on peut avoir une formation complémentaire en psychothérapie et ce que nous on fait en fait c'est accueillir les difficultés de la personne et à travers l'écoute, la parole, les émotions, pouvoir l'accompagner, l'aider à comprendre ses difficultés et mettre en place des choses, des pistes pour l'aider à aller mieux. Vous complétez, Jean-Benoît ? Oui. Alors, du côté psychiatrie, effectivement, donc les psychiatres sont médecins, ce qui permet de prescrire, de proposer une hospitalisation, une prise en charge plus large. Il y a aussi la question des incapacités de travail, dont on parle beaucoup maintenant avec le burn-out. Donc, il y a ce côté plus médico-légal. Et pour nous, c'est extrêmement précieux d'avoir des psychologues qui peuvent justement creuser toutes ces charges ces charges mentales qui vont peser sur le cerveau petit à petit et amener souvent des symptômes d'épuisement, d'anxiété et autres. Alors c'est intéressant, donc ça veut dire que vous travaillez en collaboration. Oui. Et on va donc, donc il n'y a pas nécessairement des troubles psychologiques et des troubles qu'on peut dire psychiatriques. Par exemple, si on va parler de quelques troubles avant de vraiment se focaliser sur la dépression et l'épuisement, on pense à des troubles assez connus qui sont les troubles bipolaires, les troubles autistiques et également la schizophrénie. Est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt psychologique ou psychiatrique ou ça englobe les deux ? Disons que ça va ensemble, en fait. Là où le psychiatre va s'intéresser au diagnostic, à la mise en place du traitement, à l'arrêt de travail éventuellement, nous, on va essayer de voir au niveau du vécu du patient, que ce soit antérieur ou au présent, finalement, qu'est-ce qui fait difficulté. Au niveau des émotions, au niveau relationnel aussi, au niveau de certains comportements qui peuvent être problématiques. Là, on va travailler avec le patient pour qu'il puisse comprendre ce fonctionnement et pour qu'il puisse aussi avoir un espace sécurisé où il se sent en sécurité pour parler, en fait, pour déposer toutes ces choses qui sont difficiles. Alors justement, par rapport à ces troubles qui sont ceux qui sont les plus connus, en tout cas, si on parle de schizophrénie, il s'agit de quoi exactement ? Alors, la schizophrénie est un problème j'ai envie de dire, d'interface entre soi et la réalité. Donc les personnes vont souvent interpréter ce qu'elles voient, mais d'une manière différente, par exemple menaçante, ou alors elles vont se considérer comme très performantes, mais anormalement. Et donc dans ces troubles-là, on arrive très vite à des symptômes assez importants et qui vont à un moment provoquer des problèmes sociaux et rapidement une prise en charge et rapidement une médication. Donc c'est pour ça que la prise en charge psychiatrique, je veux dire, s'enclenche plus vite dans ce type de troubles par rapport à d'autres troubles comme l'anxiété ou la dépression. Et c'est intéressant parce que du coup on se rend compte que la dépression, elle est induite par de la fatigue et de l'épuisement et pas par de la tristesse. On pourrait souvent penser qu'il y a peut-être aussi ce caractère-là.
La tristesse fait partie quand même de la dépression, c'est un des symptômes qui se manifestent. Après, c'est l'accumulation d'événements de vie, de contextes qui font qu'à un moment donné, il y a de la tristesse aussi qui va se manifester. La fatigue nerveuse fait que c'est plus difficile aussi de gérer ses émotions et donc la tristesse va prendre beaucoup plus de place en fait. C'est peut-être intéressant de voir un tableau qui s'appelle le tableau des scores, c'est ça ? Oui, c'est ça, des scores de stress qui a été établi par, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, c'est Holmes-Neray, où il y a tous les... où ils ont scorifié en fait les événements de vie en tant qu'événements de stress qu'on peut avoir. Et donc le score le plus élevé, c'est la mort du conjoint. Et donc en fait, on peut regarder avec tous les événements vécus autour des derniers mois. C'est la mort d'un enfant peut-être, mais j'imagine qu'on met le conjoint parce que c'est plus rare peut-être la mort d'un enfant. Oui, effectivement. Et puis c'est un vieux test aussi qui n'a pas forcément été mis à jour. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ne sont pas reprises dedans. Mais donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont venir générer du stress en fait dans nos vies, que ce soit des événements positifs ou négatifs. On ne voit pas tout le tableau, mais par exemple, il y a aussi, effectivement, là, je reprends ce que vous veniez de dire, Laetitia, ça peut être positif, comme par exemple un mariage. Je crois que c'est juste en dessous des tensions familiales. Oui, effectivement. On a dû, pour voir clair, on a dû effectivement agrandir le tableau, mais un mariage peut aussi générer énormément de stress, en fait. Et ce sont des événements aussi qui demandent de l'adaptation, en fait, de la part de la personne, et ce qui va venir aussi puiser dans l'énergie de la personne. Et dans le système des neurotransmetteurs aussi, alors ? Oui. Ça mange, en fait. C'est un peu comme si on avait une bouteille pleine, et puis à chaque fois, et plus les événements sont rapprochés, et plus il y en a, ça vient à chaque fois prendre un petit peu de ce liquide dans la bouteille, et pour finir, il n'y en a plus, et on tombe alors... En fait, c'est une question d'équilibre, en fait. Donc, ces événements vont venir prendre de l'énergie, la bouteille va se vider, mais il faut pouvoir remettre de l'eau, en fait, dedans. Et donc, si on ne fait pas attention à rééquilibrer sa balance et à remettre de l'eau dans sa bouteille, effectivement, oui, ça se vide. Oui. C'est vrai que quand on calcule même les scores, il y a eu des études qui montraient que le pourcentage de risque de développer un cancer était tout à fait lié aux stresseurs qu'il y avait eu dans les 2 années avant. N'importe quel cancer ou certains cancers en particulier? Non, pas spécialement. Non, c'était les cancers en général, oui. Et donc, la différence, j'ai envie de dire, par rapport à un enfant, c'est que souvent un enfant va avoir des événements stressants qui vont être successifs. Et puis, à l'âge adulte, il va y avoir des facteurs de stress ou des facteurs de charge mentale qui vont durer et qui ne sont peut-être pas lourds en eux-mêmes, mais c'est l'accumulation. Oui, c'est ça, c'est l'accumulation. Voilà, de tensions au travail, tensions dans la famille, etc. Et donc là, il va y avoir de plus en plus une lourdeur pour porter tout ça et un risque d'épuisement nerveux. Alors tout ça, ce sont des facteurs extérieurs. Dans les facteurs extérieurs, il y a également le côté culture en fait. Tout à fait, oui. Là, tout le temps, ce côté compétitif, ça joue aussi. Effectivement, oui, parce que du coup, il y a une pression externe qui va venir générer du stress, pression, externe ou interne, parce qu'on intègre aussi des schémas où on se dit je dois être performant, je dois être parfait, et donc on se met parfois la pression à soi-même. Et puis le contexte culturel, oui, où il faut du coup travailler, pouvoir acheter sa maison. Enfin voilà, ce sont toutes des choses pour lesquelles ça vient générer du stress par la force des choses. Est-ce que c'est héréditaire ? Alors, il y a un parti qui est héréditaire, et ça dépend vraiment de comment on voit ce côté héréditaire. Parce que, par exemple, pour les troubles psychotiques, ça concerne 1% de la population. Et si les 2 parents ont un trouble psychotique, donc par exemple une schizophrénie, il y a une augmentation de 400%. Mais ça veut dire qu'on passe de 1 à 4%. Oui. Donc, de 0 à 400%, ça a l'air très effrayant. Mais finalement, ce n'est pas énorme, finalement, l'impact. Voilà, c'est ça. Mais par rapport à la dépression aussi ? Alors, par rapport à la dépression aussi, donc l'augmentation du côté génétique n'est pas énorme. Et on voit que dans les familles, il y a un petit peu
des modalités de souffrance. Il y a des familles où on va s'exprimer quand il y a de la souffrance plutôt par de la violence, par de la tristesse, par de la dépression, par des abus de substances. Et ça donne une impression de caractère héréditaire. C'est plus le milieu dans lequel on grandit, en fait. Oui, c'est en tout cas très multifactoriel. Et il n'y a aucune notion de logique si on a un parent dépressif, où on va être dépressif. C'est plutôt rassurant aussi, ça, quand même. Oui. Alors, je propose, avant de continuer, qu'on aille retrouver un petit peu ce que les gens ont pu penser, parce qu'il y a un micro-trottoir qui a été fait pour justement leur demander leur avis. Aujourd'hui, on est dans le centre-ville pour parler de la santé mentale et on va aller poser des questions aux Namurois. Allez, c'est parti! Selon vous, quels sont les signes qu'une personne ne va pas bien psychologiquement? Ça peut être le repli sur soi, quelqu'un qui a plus beaucoup d'énergie à faire grand-chose. Elle a l'air vraiment très triste, les traits sont tirés et voilà, c'était chiant. Et vous pouvez les voir dans les yeux aussi. Quand une personne se renferme sur elle-même, ça peut par exemple montrer qu'elle n'est pas très bien dans son entourage ou avec elle-même. Quand ça ne va pas, à qui en parlez-vous en premier? Alors dans mon cas, je vais en parler à mes proches, je pense à ma famille ou à des amis. Puis si c'est plus compliqué, se diriger vers un professionnel. Moi personnellement, c'est plus, je pense, ma sœur ou un ami avec qui je me sens proche. À nos amis souvent. Ouais, moi j'en parle beaucoup à ma famille, mes parents et mes frères et sœurs qui sont beaucoup là pour moi. Que pensez-vous quand vous entendez le mot psychiatrie? Ça vous fait peur? Oui, ça me fait très peur parce qu'un proche a été hospitalisé et c'est très vilain à voir. Il faut beaucoup de courage pour aller se rendre à cet étage-là. Non, parce que je pense que la psychiatrie, c'est une maladie comme une autre. Et donc, je pense que la maladie mentale peut toucher tout le monde, en fait. Et donc, non, c'est pas un terme qui me fait peur. Non, moi, je trouve ça génial. Enfin, je trouve ça hyper important de parler. Enfin, de justement avoir exprimé ses sentiments et tout, c'est quelque chose d'hyper important. Moi, ça me fait pas trop peur. C'est normal. Ça arrive à les gens. Il y a les docteurs faits spéciaux pour les aider et tout. Et voilà. Est-ce que, selon vous, consulter un psy est encore tabou, du coup? Alors pour moi, non. Je le fais personnellement. Je me dis parfois que tout le monde devrait le faire. Je pense que ça permet de se connaître. Non, pas du tout. Moi, je dis aux gens d'aller voir les psys parce que franchement, c'est libérateur et tout ça et on se rend pas compte, mais ça fait vraiment du bien. Ça dépend beaucoup en fait du milieu où tu as grandi. Dans certaines familles, ils vont en parler très tôt et d'autres, ce sera plus dans le sens qu'il faut cacher et qu'il faut pas trop exprimer ses émotions, etc. Qu'est-ce qui aiderait le plus de jeunes ou d'adultes pour mieux gérer le stress et les difficultés psychologiques? En parler aux psys justement, parce que la génération de nos parents, souvent je trouve qu'ils ont pas assez communiqué quand ils étaient enfants et tout ça, parce que justement ils ont peur d'en parler à leurs parents, parce que parfois c'est aussi les parents les problèmes. Mais je pense que c'est peut-être ralentir. Je crois qu'on est aspiré dans un tourbillon sociétal, et donc je pense que parfois ralentir et avoir confiance en soi aussi, ça c'est sans doute une des bases que certains de nos jeunes ont de moins en moins. Je crois que c'est même plus qu'avant, parce que dans le monde comme passe maintenant, elle devient de plus en plus dangereuse et c'est très très important de se rendre aussitôt qu'on a des symptômes de négativité. Soit en parler, soit à son meilleur ami, souvent qui peut l'aider, soit à sa famille ou à des grandes personnes, soit un psychologue. Même s'il ne connaît pas la personne, il peut en parler, souvent il peut l'aider et tout, parce que peut-être la personne a vécu la même chose que lui et tout. Comme tu peux le voir, Corinne, ce sujet reste encore tabou pour certaines personnes, alors que pour d'autres, ça n'est pas le cas. Et toi, Corinne, si je te parle de psychiatrie, est-ce que ça te fait peur? Voilà, Estelle, non, pas du tout. La preuve, c'est que tout se passe bien ici en plateau. Mais c'est vrai que vous l'avez ressenti aussi, dans votre métier, vous le ressentez aussi, peut-être que c'est moins tabou qu'avant? C'est moins tabou. C'est vrai que parfois, au premier contact, il y a une certaine peur ou une appréhension, mais très vite, quand on explique les choses, et ça, c'est vraiment grâce au progrès des neurosciences, on peut vraiment expliquer le cheminement de fatigue du cerveau qui va produire des symptômes, et il y a une déculpabilisation de la personne. Et alors la fatigue nerveuse, on voit qu'elle peut se traduire par de la tristesse, de l'anxiété, des troubles de concentration, ou un petit peu de tout ça. Donc la personne va finalement se retrouver assez bien dans ses symptômes et va comprendre pourquoi elle les a développés aussi. Et ce qui est, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est particulier, c'est que
on ne sent pas quand on prend dans ses réserves nerveuses. Donc c'est seulement quand on est dans le niveau d'épuisement oui, c'est ça en fait. qu'on se dit qu'il y a un problème, mais parfois, voilà, on les a épuisés sur... On va parler aussi du service qui est mis en place à la clinique Saint-Luc-Bouge. Et je propose qu'on commence par un petit magnéto. On est allé rencontrer Ariane Radou, qui elle est éducatrice donc, au service psychiatrie de la clinique. Je suis éducatrice et j'anime essentiellement des activités de groupe et individuelles. Les activités vont aller sur différents plans. Donc la première activité que je fais en individuel, c'est une activité qui s'appelle identification des émotions et des besoins. Pour faire cette activité, j'utilise cet outil qui s'appelle le langage des émotions, qui aide vraiment le patient à pouvoir mettre des mots sur ce qu'il ressent, parce que parfois c'est compliqué de pouvoir mettre des mots simplement. Le support va vraiment l'aider à ça. Et donc après, le patient, quand il aura choisi les cartes qui lui conviennent, va pouvoir expliquer en quelques mots ce qu'il ressent. Alors, la deuxième activité phare, c'est une activité qui s'appelle affirmation de soi. Alors, elle se déroule en 4 séances. Les séances principales, c'est comment pouvoir on essaye de comprendre pourquoi c'est difficile de pouvoir se positionner à l'autre, etc. Comment pouvoir dire non, comment pouvoir dire je suis pas d'accord avec une situation. Et donc cette activité va permettre au patient de pouvoir être tout doucement plus à l'écoute de lui-même, de mieux comprendre ses émotions, ses besoins aussi, et de pouvoir être à l'écoute de lui-même et de pouvoir mieux être dans le respect de lui-même en se faisant respecter tout doucement en tout cas. Pour pouvoir les aider à retrouver une estime de soi, il y a une activité, j'anime donc une activité qui est sur l'estime de soi. Alors on fait une partie plus théorique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au quotidien pour pouvoir retrouver un peu d'estime de soi. Et puis c'est un échange aussi entre les patients et moi pour voir, tiens, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme idée à mettre en place. On a remarqué aussi bien sûr que l'hygiène de vie, les patients en ont souvent perdu, donc quand ils arrivent ici, ils ont du mal, le rythme du sommeil est inversé, on ne prend plus de soin de soi, on a du mal à faire sa toilette, etc. Et donc moi j'ai mis en place une activité justement sur le sommeil, comment pouvoir améliorer la qualité de son sommeil, même si on prend un traitement. C'est pas parce qu'on prend un traitement qu'il faut pas faire attention à certaines choses. Et donc on voit ensemble, mais voilà, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut, à quoi peut-on faire attention? Style, ne pas manger trop tard le soir, pas trop lourd, etc. Et alors, il y a aussi une activité sur la gestion du stress. Il y a aussi des activités pour aider le patient à recréer du lien, à pouvoir reprendre contact avec les autres. Il y a des activités, des jeux de société, des blind tests, des activités qui sont plus accessibles, plus ludiques, mais qui ont néanmoins un grand intérêt pour le patient. J'ai mis en place aussi des activités pour aider le patient à pouvoir s'exprimer, s'extérioriser autrement que par la parole. Donc j'ai mis en place un atelier d'écriture. À chaque séance, je vais proposer au patient un exercice différent. Donc parfois ça va être un peu plus fictif, parfois ça va être un peu plus réel, sans rentrer trop dans la vie privée puisque c'est en groupe. Et alors aussi une activité plus basée sur l'expression corporelle. Et ici, ça peut être des jeux de mime, par exemple, où le patient peut, comment est-ce que je peux faire deviner quelque chose aux autres et comment je fais quand je vois qu'ils n'arrivent pas à comprendre, comment est-ce que je m'adapte, etc. Donc, c'est un autre moyen d'expression, mais ça a son utilité. Alors c'est très intéressant de voir ce qui se fait dans le service psychiatrique à Saint-Luc-Bouge, parce que déjà là, ça enlève aussi ce côté stigmatisant d'un service psychiatrique, oui. Parce que souvent, on pense, on a quand même évolué, mais psychiatrie, asile, d'ailleurs ça vient d'où ce terme asile ? Enfin, je sais pas pourquoi je pose cette question, c'était pas prévu, mais... Mais en fait, ça vient surtout du fait que, à l'époque,
Je dirais, il y a 2 siècles, on n'avait aucune idée de comment soulager, traiter les maladies mentales. Et donc, ce sont souvent des ordres religieux qui ont pris en charge ces patients. D'ailleurs, ils ont créé aussi beaucoup d'hôpitaux, même généraux. Et la différence, c'est que ces patients, finalement, retrouvaient une certaine forme de famille, de groupe là-bas. Okay. Et le problème qu'il y avait, c'est que quand on entrait à l'asile, souvent on n'en sortait pas. Et c'est pour ça que dans les villages, quand il y avait quelqu'un, voilà, je dis ça avec beaucoup de guillemets, mais un peu le simplet du village, on essayait par tous les moyens qu'il n'aille pas à l'asile, parce que voilà, il participait à la vie du village, mais s'il allait à l'asile, il n'en sortirait plus. Il n'en sortirait pas. Parce que j'ai encore vu des vieux classements de patients qui sont rentrés à 16 ans dans un hôpital psychiatrique et qui y ont passé toute leur vie. Donc là, on n'est plus du tout dans ce système-là. Mais c'est ce système qui alimente encore, je vais dire, une fantasmagorie et une certaine Tout à fait. Et d'ailleurs, chez vous, on rentre pour 20 jours maximum, c'est ça? Quelles sont les voies d'entrée, déjà? Alors, et c'est 20 jours maximum. Hein, 20 jours maximum. Alors, les voies d'entrée, c'est soit via un bilan de préadmission. Donc, le patient rencontre une de nos psychologues de liaison qui fait l'anamnèse, analyse la demande et on discute avec le psychiatre par la suite. Puis ensuite, on recontacte le patient s'il y a une indication d'hospitalisation. Ou alors, ça peut être aussi via des urgences. Donc, s'il y a un caractère en tout cas un peu plus urgent. Donc, la personne vient aux urgences. Il est évalué aussi par une psychologue de liaison qui contacte le psychiatre et puis là ils en discutent ensemble. Et alors soit si voilà on a vraiment des inquiétudes pour la personne, parfois ça arrive qu'ils montent directement dans le service, ou alors il y a un bilan de préadmission ou un deuxième rendez-vous avec le médecin et puis un rendez-vous en hospitalisation programmé. Alors, quels sont justement ces signes? Pourquoi les gens se rendent au service urgence, aux urgences? On pense peut-être au fait d'avoir peut-être des troubles suicidaires, etc. Même ça, se dit pas trouble, hein, mais on pense aussi aux troubles anxieux. Ça, c'est pas la même chose du tout. On ne va pas être admis dans votre service parce qu'on a des troubles anxieux. Non. Alors, ça peut être le cas parce que ce qui motive souvent l'arrivée aux urgences, c'est un trouble, un symptôme ou un signe qui ne devient plus gérable. Et donc ça peut être une anxiété qui va provoquer une disparition complète de l'appétit, du sommeil, un sentiment très très pénible au niveau du vécu. Ça peut être parfois des troubles de concentration ou une irritabilité extrême. Et on voit quelque part que le cerveau tient jusqu'à un certain niveau dans son épuisement, et puis qu'à un moment, il y a vraiment un effondrement. Et c'est là que souvent beaucoup de gens s'inquiètent, et à juste titre. Et ça peut nécessiter une hospitalisation. Oui. Et souvent, déjà, une réassurance par rapport aux symptômes qui augmentent de façon exponentielle, qui va être vraiment quelque part l'alarme par rapport à l'épuisement de la personne. Oui. La majorité des voies d'entrée chez vous, les gens qui rentrent chez vous, c'est souvent majoritairement pas spécialement des dépressions. Non, comme disait le docteur Linsmo, ça peut être des troubles anxieux, ça peut être aussi des personnes qui sont en épuisement mais pas encore en dépression, mais qui ont besoin aussi de prendre du recul par rapport à leur système familial, et donc c'est décidé d'être hospitalisés. Des envies suicidaires, j'imagine. Des idées noires, des idées suicidaires, effectivement, ça, on en a beaucoup, et souvent eux ils passent plus par les urgences. Voilà, on a aussi parfois des personnes qui ont un trouble psychotique, mais voilà, on évalue qu'elles puissent rester dans notre service parce qu'on a un service ouvert, et donc on n'a pas les mêmes moyens que dans un autre service. Il nous reste quelques minutes en fait pour clôturer, et moi je voulais quand même qu'on parle du fait que vous étiez toute une équipe là-bas dans le service psychiatrie, c'est pluridisciplinaire. Et peut-être aussi les quelques voies de sortie aussi, parce qu'après les 20 jours d'hospitalisation, on peut être redirigé pour parfois, j'imagine, quelque chose de plus longue durée. Et puis ce côté pluridisciplinaire aussi dans le service. C'est vrai que c'est capital parce que
les durées pour l'effet d'un traitement, par exemple, vont être beaucoup plus longues que pour d'autres traitements. Et aussi dans tout ce qui est le travail de psychothérapie, justement réalisé par les psychologues, le cerveau a son rythme à lui pour parfois ramener des souvenirs qui vont être travaillés, qui vont être digérés, si je peux dire. Il y a des gens qui ne sortaient plus de chez eux, donc on va les orienter vers des structures où ils peuvent rencontrer à nouveau des personnes. Donc on essaie vraiment de faire un plan de soins le plus adapté possible à la situation de chaque personne pour éviter cet effet un peu cocon de l'hospitalisation. Et puis après, brutalement, une absence de soins, une absence de prise en charge. On pourra encore parler de plein d'autres sujets. D'ailleurs, ce sera avec plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau pour parler d'un autre sujet psychologique et psychiatrique. Un grand merci. Merci à vous. Merci à vous aussi. Et on se retrouve le mois prochain. Alors, je pense peut-être déjà pouvoir m'avancer. Je pense qu'on va parler du genou en particulier. Voilà, parce qu'il va y avoir très bientôt la semaine du genou, ou la journée du genou, et toutes les pathologies qui sont liées à ça. Donc, on en parlera le mois prochain. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.